Donc voilà, maintenant en matière de pharmacologie, donc ça dépend ce que vous allez trouver sur le terrain. Donc généralement c'est l'altéplase qu'on utilise, donc c'est un bolus de 15 mg pour la thrombolyse, hein. Donc généralement c'est un bolus de 15 mg, suivi de 75 mg kilo sur 30 minutes sans dépasser les 50 mg, et puis 0,5 mg kilo sur 60 minutes sans dépasser les 35 mg. Et puis selon donc ce que vous avez, selon le poids, etc. Donc vous allez décider, par exemple, si vous avez de ténictéplase, donc c'est 30 mg, c'est moins de 60 kg, 35 mg, c'est entre 60 et 70. On ne va pas détailler tout ça, donc c'est vraiment selon la molécule que vous allez donc utiliser la posologie. D'ailleurs, pour le streptokinase, on ne l'utilise plus en principe, mais il faut savoir qu'ils sont contre-indiqués si vous avez déjà utilisé donc le streptokinase parce qu'il y a un risque d'allergie. Donc ça, c'est les contre-indications absolues et relatives en thrombolyse. Donc lorsque vous avez une contre-indication absolue, ça veut dire qu'il ne faut pas thrombolyser le patient. Peu importe, il ne faut pas le thrombolyser. Si vous avez une contre-indication relative, dans ce cas-là, ça se discute. C'est toujours la loi donc, on va dire, de bénéfice-risque. Si c'est un ST plus étendu avec un choc par exemple, etc., avec une contre-indication relative, là vous pouvez, on va dire par exemple, prendre le risque de thrombolyser avec un risque hémorragique par exemple du patient, on va dire, faible. Par contre, si vous avez un petit territoire, par exemple deux dérivations inférieures ou bien dérivation latérale, avec un petit territoire, et que l'écho, par exemple, parle, on va dire, d'un petit territoire uniquement, avec un risque hémorragique élevé. Donc là, il vaut mieux ne pas thromboliser le patient. Vous n'allez pas gagner quelque chose si vous thrombolisez un patient et que vous le tuez par hémorragie. Donc voilà, on a vu donc la thrombolyse. Ça, c'est les doses de charge à utiliser chez un patient qui présente donc soit un syndrome coronaire ST+, soit un syndrome coronaire ST-. C'est-à-dire la prise en charge, c'est à peu près la même chose en matière d'antiagrégants et d'anticoagulants. C'est-à-dire ce qu'on utilise en ST+, c'est pratiquement la même chose qu'on utilise en ST-. Donc pour l'aspégique, clopidogrel, inoxaparine, etc. La différence, c'est que dans l'ST+, on peut thromboliser, dans l'ST-, non. Et l'autre différence, c'est que dans l'ST+, c'est toujours angiographie urgente. Dans l'ST-, c'est dans l'ST-, c'est selon, on va dire, le degré de risque qu'on va décider de l'angiographie et de son urgence. D'ailleurs, j'avais oublié un truc, c'est que lorsque vous faites une thrombolyse, il faut savoir que ça ne marche pas toujours. Elle peut être, donc, il peut y avoir un échec à la thrombolyse. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est donc la thrombolyse pour dire qu'elle est donc réussite, il faut avoir une diminution de votre élévation du segment ST dans la dérivation la plus, on va dire, élevée, c'est-à-dire la dérivation qui présente le segment ST le plus prononcé. Il doit diminuer au moins de 50 ou bien de 70%, je ne me rappelle plus du chiffre, l'essentiel, en une heure. C'est-à-dire, vous avez thrombolysé à 10 heures, à 11 heures, vous faites un ECG. Si l'ST+, il a régressé de plus de 50%, ou bien 70%, je ne me rappelle pas de chiffre, de ce chiffre, ça veut dire que votre thrombolyse est probablement réussite. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un échec. Il y a d'autres signes en faveur euh, d'une reperfusion, c'est-à-dire d'une réussite de votre thrombolyse. C'est lorsque vous avez une RIBA qui apparaît après la thrombolyse, un rythme idioventriculaire accéléré, voilà. Ou bien si vous avez par exemple
une réaggravation et une disparition de la douleur juste après la thrombolyse, c'est-à-dire juste après la thrombolyse, le patient aura mal et puis il y a une disparition de la douleur. Donc ça aussi, c'est l'un des signes, etc. Mais c'est surtout donc la régression du segment ST et euh, si vous avez des ondes Q, donc vous pouvez dire aussi la régression des ondes Q et surtout une RIVAC qui est à l'appareil. Donc voilà, pour l'aspirine, c'est entre 150 et 300 mg. Et puis vous allez suivre par généralement 100 mg par jour. Clopidogrel, c'est généralement entre 300 et 600 mg par jour. Pardon, soit 300 et donc généralement c'est entre 300 et 600 mg en dose de charge, c'est-à-dire entre 4 et 8 comprimés. Généralement, c'est un sujet âgé de 75 ans, mais pas de dose de charge, parce que le risque hémorragique il est important. Donc, généralement, on donne directement 75 mg par jour, 75 mg donc de dose de charge, on va dire, et on va poursuivre la même dose. Donc, pour les noxaparines, l'Ovenox, généralement, vous allez donner, donc, selon le poids, donc d'une manière générale, vous allez, si j'ai un patient, par exemple, qui pèse 80 kg, donc c'est 0,1 cc par 10 kg, donc vous allez donner 0,8 cc deux fois par jour. Mais la première dose, vous allez donner 0,3 cc en IVD et vous allez donner le reste, 0,5 par exemple cc en subcutané, donc selon le poids. Donc c'est 0,3 IV, le reste en subcutané et vous allez poursuivre le reste de la thérapeutique en subcutané. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement en pratique courante. Donc, ça, c'est un autre tableau, bien sûr, à ne pas apprendre là. C'est la modification de vos doses selon. Donc, si vous avez un patient qui présente une insuffisance rénale chronique, donc généralement, si la filtration glomérulaire, le débit de filtration dépasse les 30, donc c'est une insuffisance rénale légère ou intermédiaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de modification de la thérapeutique. Donc, vous voyez bien que les doses sont les mêmes. Et puis, si vous avez une filtration glomérulaire entre 15 et 29, là, généralement, il n'y a pas de modification, sauf par exemple pour les noxaparines, vous allez modifier. Il faut faire très attention. Généralement, on utilise uniquement donc les parines non fractionnées, les HNF. Donc, il faut éviter de mettre les noxaparines lorsque vous avez un débit moins de 30, sauf si vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, parce que ça reste quand même plus ou moins spécialisé, c'est ce qu'il faut faire pour réduire justement le risque hémorragique en matière de syndrome coronaire aigu. Parce que vous voyez, on met des anticoagulants, des antiagrégants, de la thrombolyse, etc. Donc, c'est un cocktail d'anticoagulants. Donc, parmi les choses qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas donner de dose standard. Il faut toujours une dose en fonction de votre poids, du poids du patient, et surtout une dose en fonction de votre donc surtout une dose en fonction de votre, par exemple, statut rénal. Ça, c'est important. C'est-à-dire vous n'allez pas donner la même dose, par exemple, d'enoxaparine chez un patient insuffisant rénal moins de 30 ou bien normal. Et vous n'allez pas donner la même dose chez un patient qui pèse 50 kg et chez un patient qui pèse 100 kg. Donc, il faut respecter le poids et l'insuffisance rénale. Donc, il faut donner aussi des inhibiteurs de la pompe à protons chez les patients donc, qui ont un risque de saignement d'un ulcère, un sujet âgé, une dyspepsie, des antécédents par exemple d'hémorragie
ou bien d'ulcères, des antécédents d'hélicobactères, donc, la prise d'alcool, etc. Voilà. Donc, c'est ça à peu près ce qui nous concerne, nous, le plus. Sinon, le reste, pour la ponction radiale, mieux que la ponction fémorale, etc. Ça concerne, par exemple, les inhibiteurs donc, de glycoprotéines 2B, 3A, tout ça. Donc, ça concerne vraiment les coronarographies. Donc, ça, c'est un petit schéma juste en matière ce qu'on a parlé euh, on a parlé euh, le pontage coronarien, qui est la troisième thérapeutique. Donc, on a vu la thrombolyse, on a vu l'angioplastie. Maintenant, on va dire un mot sur le pontage coronarien. Donc, c'est euh, donc on l'appelle, donc c'est un pontage. On va créer un pont donc, qui va shunter les coronaires. Ça veut dire si vous avez un problème ici, sur cette coronaire droite, on va ramener donc le chirurgien, il va ponter l'aorte directement vers donc en dépassant la sténose, ça veut dire que vous avez une sténose là, donc il va shunter directement de l'aorte vers en aval de la sténose, donc pour supplier le sang, pour avoir du sang, il va arriver à cette artère-là en shuntant justement cette sténose. Donc c'est ça le principe du pontage aortique, du pontage coronarien, pardon. Maintenant, en matière de complications syndrome coronaire, donc, vous pouvez avoir des complications mécaniques avec rupture septale, rupture de la paroi libre du VG, une IM, insuffisance mitrale aiguë, par rupture de pilier, par exemple. Généralement, tout ça, c'est un traitement chirurgical qu'il faut mettre rapidement, sauf dans certains cas, lorsque le traitement chirurgical n'est pas disponible ou lorsque le patient il est grabataire et peut pas, donc, il ne pourra pas supporter pardon, le, le traitement. La deuxième complication, vous pouvez trouver un, un syndrome, donc vous pouvez trouver un thrombus du ventricule gauche. Là, c'est généralement donc quelque chose qui arrive plusieurs jours après donc, l'infarctus, surtout lorsque vous avez un infarctus qui a concerné, par exemple, la pointe du ventricule gauche. Donc, il y aura une dilatation comme ça. Donc, ce qu'on appelle l'anévrisme donc, du ventricule gauche qui favorise beaucoup ce thrombus-là. Donc, puisqu'il y aura une diminution de flux ici, parce que la pointe, l'apex du cœur ne se contracte plus bien, etc. Donc, il y aura donc une stase ici, au niveau de la pointe, qui va générer un thrombus dans le ventricule gauche qui va risquer justement de donner des accidents vasculaires ischémiques, surtout en matière d'AVC. Vous pouvez aussi trouver ce qu'on appelle la péricardite, donc post-syndrome coronaire aigu. Donc, généralement, quelques jours après, le traitement, c'est donc les AINS, comme les péricardites, donc l'aspigique à forte dose, etc. Il faut éviter les corticoïdes. Donc, ce qui est surtout fréquent en matière de complications, vous avez les arythmies. Donc, toutes les arythmies sont possibles dans donc, la phase aiguë du syndrome coronaire aigu. Donc, ça peut être euh, des arythmies supraventriculaires, des arythmies ventriculaires, menaçantes donc avec menace vitale ou non. Donc ça, c'est vraiment très fréquent. Et vous avez aussi les hémorragies. Euh, les hémorragies, ça peut être une hémorragie cérébrale, ça peut être digestif, etc. Ça modifie le pronostic parce que lorsque le patient il saigne, déjà c'est un problème. Donc, vous imaginez un patient qui vient de faire un syndrome coronaire, on fait tout pour l'anticoaguler et il commence à saigner, donc on est obligé d'arrêter les anticoagulants et les antiagrégants, donc selon le degré de saignement. Donc, on va arrêter notre thérapeutique, donc il risque on va dire, de sténoser, de resténoser donc sa plaque d'athérome, de thromboser son stent, etc. Donc, ça modifie le pronostic, en plus de l'inflammation engendrée par ce saignement, parce que lorsque vous avez une hémorragie, il y aura automatiquement de l'inflammation. Et le problème de l'inflammation, c'est qu'elle est prothrombogène, c'est-à-dire elle va aggraver encore le risque de thrombose.
Et donc, en général, le saignement, il n'est pas du tout de bon pronostic et ça aggrave le pronostic du syndrome coronaire aigu. En matière de diagnostic différentiel, le syndrome coronaire aigu, donc, il a plusieurs diagnostics différentiels. Donc, vous avez euh, les myocardites, la péricardite, vous avez les arythmies, comme on a dit, qui peuvent générer des AST-. Euh, donc, vous avez donc, toutes les causes qui peuvent mimer un infarctus avec ST-, comme par exemple le syndrome coronaire aigu type 2, que vous devez traiter d'une manière spécifique avant de faire une coronarographie ou de thrombolyser par exemple, comme le Takotsubo, donc le spasme coronaire. Vous avez tout ce qui est traumatisme cardiaque. En matière de diagnostic différentiel pulmonaire, vous avez surtout l'embolie pulmonaire, c'est surtout ça. Donc, en matière vasculaire, vous avez la dissection aortique qui peut disséquer les artères coronaires et donner un tableau qui ressemble beaucoup à un syndrome coronaire aigu ST+ ou ST-. Ça dépend. En matière digestive, surtout pour les épigastralgies, vous avez les pancréatites, les cholécystites, les ulcères, etc. Et en dernier, vous allez évoquer surtout les douleurs d'origine ostéo-squelettique ou bien psychologique comme l'anxiété, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui récapitule, on va dire, le long terme, parce qu'on ne va pas détailler le long terme, parce que c'est très très vaste. D'ailleurs, presque 2 heures qu'on est en train de parler, et je peux vous dire que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment un résumé. Donc, c'est un résumé des syndromes coronaires, c'est quelque chose de très vaste, de très varié. Donc en général, pour le long cours, le suivi, bien sûr, il faut arrêter le tabac, il faut, euh, il faut faire de l'exercice, il faut faire de la marche, au moins donc 30 minutes, 3 fois par semaine, de la marche rapide, ce n'est pas la marche un petit pas, c'est de la marche rapide. Il faut réduire le stress, arrêter le tabac, bien sûr, manger d'une manière saine, donc perdre du poids, bien prendre son traitement, donc anti-agrégants, etc., anticoagulants, ça dépend. Donc faire de la vaccination de l'influenza, prendre ses statines et suivre donc son bilan lipidique, baisser sa pression artérielle, donc au moins de 130-80 mm de mercure, avoir un diabète équilibré si le patient est diabétique, donc le cholestérol bas, donc des règles, on va dire des règles en général surtout donc d'hygiène de vie. Donc c'est ça ce qui va vous faire vraiment améliorer la santé de votre patient, bien sûr la prise médicamenteuse correctement, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Avec plaisir. Merci à vous aussi pour votre attention. Euh, J'espère que c'était bien expliqué. De rien, merci à vous aussi. En tout cas, ça va être diffusé sur la chaîne YouTube, Inch'Allah, dès que ça soit donc possible. Donc, vous pouvez
et revoir. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.